Merci. C'est un honneur de faire partie de ce colloque au Collège de France qui parle des inégalités en santé et tout ceci avec des universitaires qui font un travail remarquable et provoquant. Et c'est aussi ma première fois au Collège de France pour parler de ce nouveau concept sur lequel je travaille. Donc c'est une présentation qui est un peu différente de ce que je fais d'habitude. J'explore ce que ce concept permet, de repousser les limites, quelles sont les implications pour la santé en tant que physiciste. Je m'intéresse au corps, à la santé, ce qu'on peut faire pour les accompagner. En tant qu'anthropologue socioculturel, je m'intéresse au contexte plus large qui accompagne ou pas le bien-être des individus et des populations. Et je peux parler d'autres choses et d'autres recherches après mon propos. Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous ce concept sur lequel je travaille. Déjà, je vais définir ce que j'appelle l'enviro-anthropogenèse en relation avec les inégalités. Ensuite, je vais vous parler d'autres projets de recherche que j'ai menés, qui m'ont mené à ce concept, et je vais parler de quelques répercussions sur la santé de ce concept. Déjà, la définition de la théorie. Avant ceci, j'aimerais réfléchir sur le terme. Nancy Hughes a repensé ce concept. Elles ont écrit « Nous avons des difficultés à explorer la maladie, l'appréciation des humains, regardant différentes dimensions, et donc nous sommes en suspension parce que ces pensées sont déconnectées. On a recours à des concepts fragmentés, le biosocial, le psychosomatique, le psychosocial. Je regarde les différentes façons dont les personnes et l'environnement interagissent. Ce terme va peut-être faciliter la compréhension. Avec l'enviro-anthropogenèse, je propose la coproduction simultanée des environnements et des personnes pour renforcer, accompagner, transformer et peut-être guérir, et peut-être cela pourra déformer, détruire les personnes. Et je dirais qu'on voit déjà ces processus à l'œuvre aujourd'hui dans la presse, dans le monde. Les personnes, les corps, les écologies peuvent être faites et défaites à travers des infrastructures, des canaux, des routes. Elles peuvent être transformées par des obstacles divers et variés, par des guerres. Les environnements peuvent être refaits à travers des hiérarchies, des pratiques. On le voit dans les sociétés passées et contemporaines, et on peut s'en préoccuper ou les délaisser à travers l'agriculture high-tech, à travers des mesures de développement durable et à travers des réponses politiques vis-à-vis du développement durable. Ces réalités ont lieu dans différentes sociétés, l'organisation des plantes, des animaux, des différentes espèces. En Californie, nous avons eu des siècles d'extraction, mais aussi des politiques de protection de la nature, tout en ignorant les populations autochtones. Et finalement, avec tous ces mois de sécheresse, cela conduit à des grands feux qui détruisent les habitations humaines, mais aussi la faune et la flore. Cela a un impact sur la santé psychologique et on a peur de cette nature qui nous environne. C'est une des conséquences. Ces formations sont assemblées, désassemblées par des formations environnementales. Les aires protégées irriguent l'intensification de l'agriculture productiviste, ce qu'on appelle le modèle californien.
une utilisation maximale de l'eau, des pesticides, l'exploitation des corps des travailleurs qui sont souvent racisés et altérés à travers la xénophobie, l'intolérance. Les frontières sont renforcées, sont dangereuses, créent des hiérarchies, elles protègent ou elles nuisent certaines catégories. Les eaux polluées, l'air pollué peuvent intensifier les maladies et avoir un impact négatif sur les populations. Les montagnes peuvent avoir des droits juridiques, comme les droits qui sont accordés aux personnes, ce qui nous fait penser à Bruno Latour. Il y a aussi le livre de James Scott, Enzomia, où certaines plantes permettent aux personnes d'être mobiles et de ne pas être soumises à des régimes de gouvernance. En Italie, où l'on voit des taux de cancer élevés dans certaines zones où des animaux sont abattus parce que les taux de dioxyde sont très élevés. Cette environnementogenèse nous rappelle que cette séparation entre les environnements et les personnes ne sont pas facilement identifiées. Il faut s'identifier à ces différentes relations. Lorsqu'on traverse un champ, on modifie la géographie des plantes, des animaux. Quand on modifie la géographie, cela a un impact sur les différentes populations humaines qui la traversent. Il y a d'autres exemples. Un exemple simple qui relève d'un autre temps. Dans cette salle, la clim est cassée et comme nous sommes tous ensemble ici, la température augmente. On doit enlever nos vestes parce que la température est trop chaude. Alors, merci de rester ici et de nous écouter. Alors, je pense que concernant les environnements, il y a deux dimensions. Il y a des corps spécifiques de terre et d'eau, et d'une part, et les écologies d'autre part. Il y a les rivières, les lacs, les marais, les déserts, des entités qui ont été entretenues lorsqu'elles nous apportent quelque chose que l'on estime être de valeur. Ainsi, on les protège lorsqu'elles en ont besoin. Taylor dit que si ces corps de terre et d'eau ne sont pas valorisés, ils ne sont pas protégés. Dans un deuxième niveau, si je pense aux environnements, si je regarde l'écologie d'échelle, les corps d'eau et de terre sont interconnectés et relationnés. Lorsque je pense aux personnes, je vois deux niveaux qui s'enchevêtrent. Il y a les corps individuels, les corps analysés par Michel Foucault qui sont disciplinés, quand il parle de biopouvoir notamment, ce sont aussi des corps qui sentent, qui ont un vécu, et ce qui a été décrit comme des corps conscients. Deuxième élément, lorsque je pense aux personnes, ce sont les formations sociales. Il ne s'agit pas uniquement de la société, mais leurs relations intersociétales et la position de chacun vis-à-vis des autres et comment cette société se définit elle-même. Foucault a parlé du niveau biopolitique, de ce biopouvoir. C'est la relation entre les différentes populations dont les vies doivent être protégées et contrôlées. Et le groupe qu'il a appelé les personnes, que l'on laisse mourir parce qu'elles sont considérées comme étant une menace pour la population. Dans ma propre recherche, je pense aux chaînes d'approvisionnement, des différentes hiérarchies de sociétés qui considèrent les ouvriers agricoles comme des personnes différentes alors qu'elles en ont besoin pour maintenir l'économie. Dans ma recherche, également, hier, j'ai eu une conversation sur la charge publique aux États-Unis et il a été dit que le président Trump ne pouvait pas faire de commentaires assez sur les Mexicains ou écrire des
des décrets sans les fruits et les légumes qu'il a consommés grâce au travail de ces migrants. Si on regarde la géonologie, dans les études, il a été dit que les biologies sont situées. Par exemple, aujourd'hui, on en a parlé, il y a les recherches sur le vécu, l'impact sur l'épigénétique, l'expression de certains gènes et pas d'autres. La biologie humaine n'est pas une constante universelle, elle est influencée par des conditions économiques, politiques, par des systèmes de connaissances. Dans cet environ-anthropogenèse, je regarde les interactions entre les biologies situées avec les environnements et les situations environnementales qui sont affectées par ces corps biologiques et les systèmes sociaux qu'ils forment. Si on regarde la trajectoire du changement climatique qui est de plus en plus prononcée, les écologistes, les universités regardent les écologies et la finitude de l'écologie, les connexions entre la santé des humains, des plantes, des animaux. Si on regarde le bien-être environnemental, ceci est axé sur 3 axes, la santé humaine, le bien-être de la société elle-même et la santé de l'environnement. Si on regarde le bien-être de la planète dans le cadre de ce concept, notre imagination nous porte à regarder l'interaction de ces différentes composantes, les interactions humaines, les universitaires qui se concentrent sur la généalogie, l'anthropocène. Ils regardent les effets négatifs de l'humanité, la pollution anthropogénétique et les dommages qui sont causés à la planète. Ce qui nous a amené à cette crise avec un contexte qui change en permanence. Et il s'agit de relations de pouvoir, en fin de compte. Jason Moore dit que on devrait davantage parler de capitalocène plutôt que d'anthropocène. D'autres, il y a le géographe Jenny Davis qui parle des inégalités de notre ère contemporaine en regardant la modernisation, le contrôle des environnements, mais aussi les monocultures, les hiérarchies et les différents déséquilibres dans l'humanité. Il y a le contrôle de l'humain sur la nature, le déplacement des populations autochtones et leur enfermement, et le contrôle violent des personnes racisées et de leur travail, de l'esclavage dans les Caraïbes, au mauvais traitement des ouvriers agricoles en Amérique du Nord. On voit aussi le travail des esclaves sur les plantations. Ils ont pu faire pousser leurs propres fruits et légumes. Des résistances ont été développées. D'autres universitaires, notamment Vinciane Després, ont parlé d'une méthode conceptuelle. Ils ont souligné les enchevêtrements entre les personnes, les plantes sur le temps historique. Les plantes, comme les hommes, sont des travailleurs d'une sorte. La canne à sucre, les baies, etc., travaillent aux côtés des humains dans les champs dans lesquels ils poussent, au milieu des usines où ils sont transformés en produits, dans les marchés où ils sont tarifés et où ils sont vendus à destination des humains. Il y a ces hiérarchies également au sein des plantes. Ils travaillent aussi dans les jardins et des petites exploitations. Nous avons commencé à réaliser que ce n'était pas les plantes seulement, mais en fait les minerais, les rivières, les paysages eux-mêmes qui travaillaient aux côtés des humains. Nous avons commencé à considérer ce concept d'environ-anthropogénèse pour comprendre la façon dont il y a une coproduction simultanée entre l'environnement et les populations. Je vais vous parler de la recherche empirique qui m'a poussé à comprendre
cette interconnexion entre humain, environnement et social. Fresh Fruit Broken Bodies, qui a été publié en français l'année dernière, est venu d'un projet avec lequel j'ai travaillé aux côtés des ouvriers agricoles migrants aux États-Unis. Ces personnes parlent leur langue autochtone et ce sont des personnes qui ont précédé les Espagnols en Amérique, qui étaient là depuis des siècles. Leur langue est un mélange entre de l'espagnol et leur langue autochtone. Et c'est une population dans laquelle cette recherche cherche à avoir la hiérarchie qui existe avec cette population-là. On a pensé à la hiérarchie sociale et son impact sur la santé. Et maintenant, je suis en train de repenser cette recherche par le spectre, le prisme de l'environanthropogenèse. Ce projet transnational a impliqué des champs dans plusieurs zones accompagnant des travailleurs venant des États les plus pauvres du Mexique avec une proportion très élevée de travailleurs autochtones. Dans les États américains, j'ai habité avec ces populations, travaillé dans leurs champs, accompagné les travailleurs dans les cliniques, les hôpitaux, et j'ai mené des entretiens avec les habitants de ces zones, les médecins, les infirmiers, infirmières. Ensuite, j'ai passé du temps à San Miguel, dans les montagnes du Mexique, à planter du maïs et à accompagner ces populations, notamment accompagner les jeunes hommes alors qu'ils partaient à la frontière et qu'ils traversaient le désert vers l'Arizona, là où ils pouvaient être arrêtés par les gardes-frontières. Et ils ont été arrêtés et je l'ai fait plusieurs fois. Cette recherche ethnographique montre certains des contours des formations sociales de l'agriculture intensive avec différents rôles sur les fermes. Ces positions, ensuite, sont corrélées avec la position au travail, le statut d'immigration, la langue parlée, l'ethnicité, ainsi que la position géographique et les conditions de logement. Tout est lié à l'axe vertical qui va du plus au moins sur le respect, la santé, la sécurité financière, le contrôle sur son propre temps et son travail. Donc c'est un graphique complexe. Donc les conditions de vie et les conditions de travail, on regarde ce qu'il en est de la citoyenneté et de l'immigration avec des autochtones sans papier qui sont en bas de la hiérarchie avec le travail le plus stressant, le plus humiliant et le plus fatigant physiquement parlant, avec le plus d'exposition aux pesticides alors qu'ils vivent dans les cabanes les plus humides et les moins isolées. L'organisation spatiale et l'approbation légale de ces employés est possible historiquement par une hiérarchie sociale, des réglementations sur les logements et des politiques qui sont elles-mêmes possibles parce qu'il y a une grande histoire d'impérialisme et de colonialisme américain sur le continent. Dans d'autres mots, cet environnement spécifique est produit par des formations sociales à long terme. Et les camps de travail, dans ce sens, produisent et renforcent les catégorisations de travailleurs racisés qui sont compris comme faisant partie de ces catégories-là. Ces conditions de travail et de vie mènent directement à des inégalités en termes de santé. Aux États-Unis, les travailleurs agricoles en général ont un taux de mortalité lié à l'emploi 5 fois plus élevé que d'autres. Les travailleurs saisonniers et les personnes travaillant dans les champs sont plus exposés au VIH, à la tuberculose, aux insolations, aux maladies du foie et des reins. Et le Centre de contrôle des maladies a réalisé que les travailleurs dans les fermes décédaient de la chaleur 20 fois plus que les autres individus. Pourtant, ces individus font face à de vrais obstacles en ce qui concerne l'accès aux soins de santé. Les travailleurs sur les fermes sont exclus de la sécurité sociale dans beaucoup d'États. Et les migrants mexicains autochtones ont beaucoup moins de couverture sociale que d'autres Mexicains.
Enfin, actuellement aux États-Unis, la semaine et ainsi que la semaine dernière à Paris, certains migrants sans papiers ainsi que certains migrants qui ont des papiers sont détenus et sont séparés de leur famille avec un impact négatif sur la santé, sur l'accès aux soins de santé. Les hiérarchies sociales inhérentes à l'agriculture renforcent ces lignes de citoyenneté, d'ethnicité dans la société. Les sociétés en Amérique du Nord et en Europe nécessitent des fruits et des légumes et l'on crée des monocultures. La géographe Julie Gottman a montré comment les plantations de fraises développées pour répondre à la demande dépendaient de plus en plus de pesticides et d'engrais, encore plus avec le changement climatique. Cela répond à la demande, mais donc avec plus d'utilisation de produits chimiques, mais également beaucoup plus d'exigences physiques. Et ces mouvements répétitifs, dans le contexte d'utilisation de grandes machines, expose les individus à des difficultés physiques et ça peut mener même à la mort et cela contribue au renforcement des inégalités de santé auxquelles nous avons fait référence précédemment. L'agriculture industrielle renforce le changement climatique avec l'utilisation d'engrais synthétiques et cela accroît la déforestation notamment et il y a une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Et cela a un impact, bien sûr, sur les populations les plus défavorisées. Ici, nous voyons d'autres manières dont les formations sociales produisent des environnements spécifiques qui solidifient la hiérarchie sociale et de classe, et cela produit des impacts sur les individus, ici des travailleurs agricoles qui sont exposés à des blessures particulièrement. Donc, comment ces interrelations entre inégalités sociales et environnementales sont devenues aussi acquises? Dans l'agriculture, ce que Pierre Bourdieu appelle la violence symbolique existe avec la perception de corps ethniques. La violence symbolique, c'est l'internalisation d'asymétrie sociale. Il explique que nous percevons le monde social par des perceptions acquises historiquement, des prismes, comme je vais les appeler. Ces prismes ensuite reflètent les structures sociales auxquelles nous nous sommes habitués. Et donc, on reconnaît mal l'ordre social comme étant naturel, puisque ce que nous percevons correspond au prisme par lequel nous percevons cela. Les inégalités sont donc invisibilisées ou deviennent donc normales pour tous ceux qui vivent dans ces réalités. Quand je demande aux travailleurs pourquoi le peuple tiki dont je parlais tout à l'heure n'ont que un travail où ils ramassent des fruits, on m'a répondu parce qu'ils aiment travailler en étant courbés. J'ai demandé au manager d'un verger pourquoi je n'avais pas vu de personnes tricky ramasser des pommes, parce que c'est celui qui est le mieux payé. Il m'a dit les Oaxacanes sont trop petits pour atteindre les pommes, ils sont trop lents, ils ont besoin d'utiliser des échelles beaucoup plus que d'autres et en plus ils n'aiment pas les échelles. Il m'a dit les Oaxacanes sont parfaits pour ramasser les baies parce que, et je dis, ils sont plus proches du sol. La même chose en Californie, un sénateur a dit la même chose sur ces travailleurs migrants. Donc cela justifie leur exposition accrue aux pesticides et aux engrais synthétiques. Ces perceptions de différences physiques sert ce prisme par lequel la violence symbolique peut avoir lieu. Et de cette manière, chaque catégorie de corps est comprise comme méritant sa position socio-géographique. Parce que ce qui est perçu comme étant leurs caractéristiques naturelles fait que les personnes autochtones mexicaines sont faites pour ramasser les baies plutôt que pour occuper d'autres postes. Les Mexicains métissos et les Américains blancs sont perçus comme étant des personnes ayant des corps qui ne correspondent pas au ramassage des baies et donc ils ont d'autres postes.
Cela mène à un travail où il y a de la ségrégation. Et donc, on comprend que comme c'est une question physique, c'est de manière claire quelque chose de naturel. Et donc, cela fait que les travailleurs agricoles migrants sont exposés à plus de douleurs physiques, mais cela devient légitime parce que ce sont les caractéristiques physiques. Les inégalités qui impactent les travailleurs agricoles font partie de prismes erronés et cela est associé à la criminalité aujourd'hui. Le président Trump appelle les Mexicains des mauvais hombres, des mauvais hommes, et cela mène à plus de programmes de détention. Et les juges avec qui j'ai parlé dans ma recherche m'ont dit que la majorité des migrants sans papier respectaient plus la loi que les citoyens américains moyens. De telles légitimisations de l'inégalité est liée aussi au territoire. Luc Facan a parlé de stigmatisation territoriale. Dans une identification récursive, le territoire du Mexique et des Oaxaca plus particulièrement sont stigmatisés comme étant moins modernes et plus pauvres. Et les personnes qui viennent de ces lieux-là sont perçues par cette stigmatisation aussi. La stigmatisation de ces territoires et de ces peuples développés en relation avec une histoire de impérialisme transnational est parfois utilisée pour justifier le déplacement de peuples autochtones de leur territoire au Mexique et l'environnement inégal dans lequel ils travaillent et vivent aux États-Unis. Dans le domaine de la santé, je me tourne vers ce que Michel Foucault disait sur le regard clinique. Les docteurs qui traitent les migrants utilisent un prisme qui décontextualise la maladie, qui ne la comprend non pas par rapport aux formations sociales qui ont été développées, mais en relation seulement à la biologie ou au comportement humain. Alors qu'ils sont travailleurs et qu'ils essayent de faire de leur mieux, les médecins disent vos blessures sont dues à vos comportements. Par exemple, ne pas savoir se pencher correctement. Lorsqu'ils cherchent des soins pour une migraine ou des blessures liées à des comportements discriminatoires au travail, les travailleurs ne reçoivent pas de soutien pour changer de conditions de vie, mais on leur offre plutôt une thérapie pour leur propre santé mentale. La formation sociale de la biomédecine cache alors l'inégalité sociale et environnementale qui produit des corps malades et blessés. En même temps, les travailleurs agricoles autochtones ont décidé de s'attaquer à ces inégalités en organisant des manifestations pour demander un salaire égal sans vol de salaire, une fin du racisme et demandent un respect des personnes venant de certaines zones et une amélioration des conditions de vie dans les lieux où ils vivent et où ils célèbrent des mariages et des baptêmes. Ils demandaient un salaire minimum et ils ont encouragé de nouvelles politiques permettant de protéger les travailleurs de la chaleur. Ces stratégies de résistance ont mené à des transformations de formation sociale, d'environnement et de santé, retravaillant certaines des relations d'enviro-anthropo-jeunesse dans lesquelles nous vivons. Plus récemment, des étudiants et moi avons travaillé avec une organisation binationale qui travaille sur le stress qui a été vécu par les familles de travailleurs migrants pendant le Covid. Des personnes qui ont donc été définies comme travailleurs essentiels pendant la pandémie. L'un des résultats qui a été terrible, c'est que 73% des ménages des travailleurs agricoles dans notre étude avaient fait l'expérience de l'insécurité alimentaire, définie comme l'incapacité de pouvoir manger 2 repas par jour. 48% ont dit qu'ils n'avaient pu manger qu'un repas complet par jour. Et 25% ont dit qu'ils n'avaient pas pu avoir un repas complet par jour. Les personnes qui ont été interviewées ont exprimé les moteurs principaux de ce manque d'alimentation, notamment le travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à un travail en dehors de la saisonnalité de leur travail. Certains partagent
des appartements où il n'y a pas de climatisation ou de chauffage. Ils ont dû choisir entre l'accès aux soins de santé ou l'achat de nourriture. Cette insécurité alimentaire sévère qui est expérimentée par les personnes qui fournissent des fruits et des légumes à la société d'Amérique du Nord élucide l'un des aspects de l'environ-anthropogenèse dans lequel la demande des systèmes alimentaires industriels nécessitant des produits frais toute l'année sont un problème non seulement pour les paysages et les rivières, avec la déforestation et les monocultures intensives, mais handicapent fortement aussi les travailleurs qui sont essentiels à ce système. De la même manière, les recherches ont montré que l'insécurité alimentaire empirait les maladies chroniques, avait un impact négatif sur la santé mentale et un impact négatif sur l'éducation des enfants, et cela est montré dans plusieurs études, et qui explique également la santé tout au long de la vie. Il y a une coproduction de formations environnementales inégales qui produisent différents corps, certains nourris, certains qui ne sont pas nourris. Enfin, je vais brièvement décrire le travail collaboratif pour mettre en lumière les implications sur la santé de cette coproduction. Cet article vient d'une série de ce qu'on appelle les cas de médecine sociale, analysés conjointement par des scientifiques. Monsieur H, 48 ans, travailleur agricole venant du Mexique, qui est blessé au poignet, une blessure commune chez les personnes qui ramassent des baies. Après avoir mené un différentiel structuré pour comprendre la façon dont les structures politiques et économiques ont mené à sa blessure, ces médecins ont travaillé avec lui, avec des représentants des travailleurs agricoles et des ingénieurs pour créer des nouveaux outils permettant de protéger les travailleurs. Évidemment, ce nouvel outil qui est un râteau ne permet pas de résoudre tous les problèmes, mais ce râteau reconceptionnalisé permettant de changer les blessures de ces travailleurs. Et peut-être que la collaboration entre les travailleurs agricoles, les ingénieurs et les médecins, c'est peut-être une première petite étape locale permettant d'améliorer la situation. Cela me mène à un autre projet de recherche qui est en cours, auquel Muriel Darmon a participé, pour analyser des cas dans le monde entier entre la médecine, les sciences sociales et les sciences humaines. Ce projet a dû prendre fin à cause du gouvernement américain et les financements ont été retirés le jour où l'email a été envoyé. Cette annulation des bourses au moment du début de la recherche, c'est sans précédent. Et cela va à l'encontre d'un certain nombre de lois. Les formations multiples aux États-Unis mettent fin aux collaborations qui pourraient changer cette production mutuelle d'inégalités environnementales et de santé. Cette diapositive vient d'un groupe de travail dont je fais part aux États-Unis, qui existe dans le monde entier, qui met en évidence le fait que dans certaines recherches, comme Bruce Link et Joe Fallon l'ont montré, concentrées sur les disparités sociales, les inégalités sociales sont prises pour acquises, et l'on regarde les éléments qui mènent à ces disparités. On est aussi axé sur les forces socio-structurelles qui produisent des inégalités, ou ce que les universitaires latino-américaines ont appelé les déterminants sociaux de la santé. C'est un cadre que nous avons développé pour former nos professionnels sur les questions d'inégalité en santé. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action sur l'environnement dans ce cadre de travail? Dans le groupe de travail, nous avons montré l'importance des processus structurels avec des exemples cliniques. Monsieur M, par exemple, que je vais vous détailler pour vous donner un exemple. Selon ce qui a été établi, ce patient a beaucoup bu, il a été emmené à l'hôpital.
Mais si on pose plus de questions, on apprend à mieux le connaître. On apprend que c'est un agriculteur de 4e génération issu d'Oaxaca. Il ne pouvait pas gagner dignement sa vie. Il a dû partir en Californie. Il a travaillé en tant que travailleur agricole. Il a perdu son logement parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Il a fini dans la rue. Il a été attaqué et il a commencé à boire. Donc ici, on voit les déterminants sociaux de son parcours de vie et comment les institutions médicales décident ou non s'il mérite des soins. Si on applique ce concept que j'ai développé, si on regarde les structures socio-sociales qui ont un impact sur son parcours de vie, on peut parler de marginalisation systématique. L'accord de l'ALENA aussi, qui a eu un impact sur son parcours professionnel, le manque d'assurance de santé pour les migrants aux États-Unis, et aussi le marché du travail racisé à faible revenu, aussi les géographies de logement, les politiques migratoires punitives aux États-Unis, les discriminations inhérentes à ces politiques, et aussi les géographies, les migrants qui doivent traverser des déserts brûlants qui affectent leur santé, qui ont des difficultés à se loger une fois qu'ils sont arrivés à bon port. Ici, on voit une production qui a un impact sur les environnements et les personnes. Ces formations sociales produisent des environnements qui sont de moins en moins accueillants pour des groupes spécifiques de personnes qui sont déplacées et qui se retrouvent dans des formations sociales transnationales qui sont de plus en plus anxieux. Et tout ceci au cœur du changement climatique et de ressources finies. Donc ici, on a ce concept qui est appliqué à ces ouvriers agricoles pour comprendre les connexions incarnées ou incorporées entre différentes catégories sociales. Je travaille avec une équipe de chercheurs doctoraux et postdoctoraux dans un programme qui s'appelle Food Circuit. Chacun d'entre eux regarde un circuit de fruits ou de légumes spécifiques en regardant les différentes identités, ce qu'on appelle le gastronationalisme, gastro-régionalisme. En suivant ces fruits et ces légumes et toutes les personnes incorporées qui sont en contact avec ces fruits et légumes, qu'il s'agisse de consommation, de travail, on regarde comment ces connexions sont invisibilité. Alessandra Tatic nous accompagne pour développer des données visuelles pour accompagner nos différentes données. Et j'utilise ces visuels aujourd'hui dans ma présentation. Nous traçons les connexions entre les personnes, les environnements, la santé et nous menons des recherches collaboratives avec ces ouvriers agricoles que certains d'entre eux viennent travailler en France de manière temporaire. Frédéric Descos, Emmanuel Elio ont étudié ces ouvriers agricoles. Tout ceci contribue aux besoins et à l'opportunité de créer un nouveau paradigme, une nouvelle méthode conceptuelle. Je vais partager les résultats préliminaires de cette étude. Mavis Caras a travaillé sur le circuit des fraises en Californie. Elle a vu que l'agriculture des monocultures a un impact comment cela impacte les ouvriers agricoles, comment les machines visent à maximiser les cultures. Bien entendu, la nature ne veut pas être maîtrisée. Il y a beaucoup de problématiques liées à ces monocultures. Ici, on a ces ouvriers agricoles qui se déplacent à travers ces champs. Ils sont payés par cageot remplir, donc ils se déplacent tout le temps, toute la journée pour remplir ces cageots et ont différents problèmes de santé en conséquence.
Il y a aussi le circuit de l'asperge. On a cela après la chute du mur. Ces cultures d'asperges ont permis à certaines populations du côté de l'Allemagne de l'Est, leur a permis de survivre. La recherche précédente était de Alexandra Voivosiano. Et cette recherche, une autre recherche, pardon, sur les serres et l'impact de la chaleur sur les corps, notamment sur les ouvriers roumains. Et comment ce travail a conduit à faire appel à des ouvriers venant du Népal dont on dit qu'ils résistent mieux à la chaleur. Donc ici, on imagine des corps qui résistent à cette chaleur. Donc on projette sur ces corps. Alors ici, c'est ma dernière diapositive. Quand je parle de cette environ-anthropogenèse, si je retrace tout ce que je vous ai montré dans cette présentation, j'aimerais peut-être conclure avec un certain nombre de questions. Est-ce que les champs de fraises et les camps d'ouvriers agricoles maintiennent les identités nationales et les frontières? Plus largement, qu'est-ce que les migrants agricoles apportent et qu'on retrouve dans les fruits et légumes que l'on consomme? Et comment mieux comprendre les connexions entre les hiérarchies de personnes et d'environnement en tant que scientifiques sociaux, membres de la société, présents dans cet amphithéâtre, si nous souhaitons réduire ces inégalités en 100 ans à travers ce concept de l'anthropo-environ-genèse, cela nous amène à regarder ces problématiques à travers un nouveau prisme. Il y a beaucoup d'agressions vis-à-vis des personnes, des territoires, de l'eau, de l'air. Et grâce à ce concept, on peut diriger notre attention sur plus de connexions, dénaturaliser les inégalités sociales, réduire les stigmatisations sociales et l'entre-soi. Et il nous faut nous protéger les uns les autres dans des environnements plus humains. Merci de votre attention.